L'événement ciné de l'année est là et au final ce qu'on peut se demander après la fin de cette trilogie c'est est-ce que ça valait toute cette encre qui a coulé pendant des années. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler évidemment du phénomène Avatar pour son troisième film. J'ai pu le voir en avance et je dois dire que j'étais super content parce que mine de rien, j'ai vu tous les potos influenceurs qui sont allés le voir et je rageais dans mon coin sans pour autant pouvoir assister donc à cette avant-première qui avait lieu avec toute l'équipe du film. Ça avait l'air incroyable, force à vous, j'espère que vous êtes régalés, mais quand même j'ai de la chance puisque j'ai pu le voir du coup ce mardi. Et donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé, puisque moi Avatar c'est pas non plus que je suis un hater, c'est pas non plus que je suis de la team en mode c'est Pocahontas, ni les Schtroumpfs en live action, et je suis pas non plus du genre à dire que Avatar c'est une masterclass. D'ailleurs le 2 m'avait laissé un petit peu de côté, on dira. Je trouvais que c'était assez mal rythmé, que c'était un peu de tire-larme pour rien, alors qu'à côté on avait un premier film qui lui était archi efficace, on avait une histoire qui suffisait à elle-même, et c'était aussi l'époque finalement où il n'y avait pas forcément des plans de faire un truc sur 600 milliards de films comme aujourd'hui, et ça tu le sentais, puisque dans le 2 déjà, t'avais un espèce de soft reboot avec d'énormes facilités scénaristiques qu'on pouvait accorder à James Cameron, mine de rien, parce que comme je vous ai dit, les plans ont changé en cours de route, mais c'est vrai que dès le second film, au premier visionnage, moi j'avais eu beaucoup de mal quand tu me sortais des dingueries, genre Quaritch qui se fait cloner, etc. Enfin tu vois, il y avait des trucs direct, dès les premières minutes, t'attaques le film, tu prends ça dans la tronche, tu te dis oulala, je vais mettre du temps à m'en remettre, et c'est vrai que ce second volet m'avait laissé un petit peu de côté, même si globalement, il faut quand même le dire, même si je vais le dire plusieurs fois je pense dans cette critique, mais techniquement parlant, les films sont magnifiques. Alors Avatar 3, c'est aussi l'occasion de voir un peu comment se comporte le box-office. Là, il y a tous les professionnels, tous les acteurs du cinéma, je pense, qui scrutent tout ça de près. Parce qu'en fait, en 2025, on a connu une énorme chute au box-office globalement. Et en fait, le fait de voir si Avatar va fonctionner et à quel point, parce qu'on sait que ça va faire du chiffre, mais on ne sait pas encore à quel point, est-ce que ça va dépasser le 1, est-ce que ça va dépasser le 2, ça va vraiment, je pense, on va dire, mettre un point sur la situation actuelle du box-office et ce qui va permettre à d'autres acteurs du cinéma, en fait, de s'arranger et de la jouer stratégie. Donc, c'est un film qui est hyper important, que ce soit pour les salles, pour les acteurs en interne aussi du box-office, voir comment est-ce que les prochains films qui vont sortir vont se comporter. Et c'est aussi un film qui est archi important pour James Cameron, qui a déclaré, alors je sais pas si on le croit, je sais pas ce qu'on en pense, mais que apparemment si Avatar 3 ne fonctionnait pas, il n'y aurait pas de Avatar 4. J'ai aucun doute que Avatar 3 fonctionne. Hein, très honnêtement, je pense quand même, je suis très mauvais en estimation de box-office, à chaque fois je me plante, mais je pense quand même que Avatar 3 fera moins que le second volet, parce qu'il y a des gens qui ont été beaucoup déçus du 2 aussi, mine de rien, et peut-être qu'ils ne vont pas aller voir le 3. Mine de rien, moi je peux vous le dire puisque je bosse dans un cinéma, je peux vous dire aussi qu'il y a des gens qui ont été déçus du 2, mais qui vont quand même aller voir le 3 parce que justement, ils savent qu'avec ce film-là, ils ne vont pas être déçus. Après tout, c'est vrai qu'en 2025, cette année, on a eu beaucoup de films moyens en général. Il y a eu très peu de masterclass où tu t'es pris une claque, et je parle évidemment pour le plus grand nombre, donc je parle de blockbuster, pas du petit film d'auteur qui va te transpercer, qui va aspirer ton âme. Je parle vraiment des films grand public. On a eu des films qui étaient assez moyens cette année, sans vraiment un film qui sort du lot, on dira. Et beaucoup pensent en fait, et savent, et à raison, que Avatar 3, ça va être finalement le moment de prendre une claque ciné dans sa tronche et que t'en auras pour ton argent dans tous les cas. C'est un petit peu la valeur sûre d'Avatar, et c'est aussi pour ça que ça fonctionne, c'est parce que techniquement, sur les 3 films, James Cameron est irréprochable, même si je vais revenir sur un truc un peu plus tard dans la vidéo, que selon moi James Cameron a amélioré ici. Alors dans le 2, on avait donc aussi tout un nouveau truc avec un nouveau biome, une nouvelle tribu, etc. Et donc là, on est sur la suite directe du second film avec ce troisième volet qui du coup nous dit un truc, c'est que Avatar 3 n'invente plus rien. Est-ce que c'est un point négatif ? Non, parce que comme vous le savez très sûrement, Avatar est à un niveau technique, vraiment, tu te dis, vraiment... Mettez-vous un truc en tête, c'est que Deadpool and Wolverine a coûté plus cher que Avatar, quoi, tu vois, que Avatar 3. Donc à partir de là, alors je dis pas que Deadpool and Wolverine, c'est un film qui est dégueulasse ou quoi, mais bon, on n'est pas au niveau d'Avatar non plus, quoi, tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, tu sens que James Cameron, il sait comment déployer son budget, il sait comment le conserver, il sait faire des économies, il sait l'utiliser et il traite bien ses équipes
apparemment de montage et d'effets spéciaux. Surtout là, c'était un peu le rush, hein, je sais, parce qu'Avatar 2 et 3 ont été tournés à la suite. Mais du coup, ça permettait de laisser plus de temps aux équipes de VFX, justement, de peaufiner tout ça. Et oui, techniquement, le film est parfait. C'est d'une beauté incroyable. Et d'ailleurs, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Il y a un point qui est très différent par rapport au second volet ici, c'est que le HFR est beaucoup mieux géré. Moi, c'était quelque chose qui m'avait laissé beaucoup de côté durant le second volet, et c'était un peu ça, c'était l'argument marketing. Dans le premier, on avait la 3D, donc voilà, ça a fait venir du monde. Là, l'argument technique, l'argument de vente, parce qu'ils s'en sont servis comme argument de vente pour ce second volet, c'était de dire qu'il y avait des séquences qui allaient être en 48 images secondes, donc... Voilà, le problème c'est que selon moi dans le second volet, il y a des séquences qui sont en 48 images secondes qui ne méritent absolument pas le 48 images secondes, genre des scènes de dialogue par exemple. Le 48 images secondes c'est trop bien quand par exemple tu as une scène d'action, ça t'offre une énorme visibilité sur absolument tout ce qui s'y passe, etc. Alors je pense comprendre pourquoi James Cameron a fait du HFR pour les séquences de dialogue ou les séquences d'émotion dans le 2, c'est très certainement pour voir mieux les émotions, les portes de la peau, je sais pas trop quoi, on s'en fout. Vraiment, ça ne fonctionnait pas selon moi et ça perdait en lisibilité dans le film. Je trouve qu'ici, dans ce troisième volet, on arrive beaucoup mieux à être stable. Les scènes d'action sont très fluides, sont magnifiques et j'ai pas eu l'impression de passer du 24 images secondes au 48 images secondes d'un coup sec. Non, il y avait une belle transition et ça, je trouve que c'était plutôt pas mal. Le film est très beau, évidemment. Il y a énormément de couleurs, plus de couleurs d'ailleurs, je pense, que dans le second volet. On y reviendra justement quand on parlera de la nouvelle tribu et de la nouvelle méchante dans ce film, évidemment. Et en termes de box-office, comme je vous ai dit, je pense qu'il y a moyen que le film soit en dessous du 2, mais assez proche quand même. Voilà, je pense que le film, si tu veux, va peut-être connaître un moins bon démarrage que le 3. Que le 2, parce que le 2, il y avait quand même 15 ans d'attente, il y avait une hype qui avait été créée, il y avait cet argument du HFR, donc en fait les gens se sont déplacés en masse d'un coup en salle, il y avait quand même ce bouche-oreille, évidemment, on est sur du Avatar, mais je pense que le 3 aura un meilleur bouche-oreille, parce que finalement il y a des gens qui ont été déçus du 2, qui vont peut-être pas forcément aller voir le 3, et je suis sûr et certain qu'ils vont se laisser convaincre par des proches ou par internet, pour aller voir le 3, parce que moi je pense, et on y reviendra aussi ensuite, peut-être en partie spoiler, je sais pas, mais je pense que ce film Avatar, c'est le meilleur des 3, en tout cas moi c'est celui je pense où j'ai pris le plus de plaisir, même si encore une fois c'est très compliqué de comparer les films entre eux, puisque le premier était une histoire qui suffisait en elle-même normalement, il n'y avait pas de plan pour la suite, le deuxième film c'était la partie 1 du 3, et le 3 c'est la partie 2 du 2. Donc en fait, c'est compliqué de comparer finalement Avatar 3 avec Avatar 2 parce qu'en fait, en théorie, c'est le même film, quoi, c'est la suite directe. Mais je trouve ça mieux équilibré, plus généreux, on y reviendra au fur et à mesure de la vidéo, mais je trouve qu'Avatar 3, vraiment, est beaucoup mieux rythmé. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les gros films. Quand j'ai vu 3h15 ou je sais pas trop quoi, j'ai pété mon câble. Je me suis dit, bon, j'y vais vraiment parce que c'est Avatar et parce que, ben, en tant que mec qui aime le cinéma, qui taffe dans un cinéma, qui parle de cinéma, c'est un petit peu, pour le coup, là, je pense, mon taf d'aller le voir. Et au final, bah, j'en suis sorti content, quoi, voilà. Donc, on va revenir sur les personnages, à commencer par Neytiri. Neytiri qui a vraiment beaucoup plus d'importance que dans le 2. En même temps, c'était pas compliqué, tellement dans le 2, elle était quasi plus présente. Hein. On est passé d'une guerrière pandorienne, je pense qu'on dit pandorienne, d'une guerrière Na'vi, tout simplement, dans le 1, qui avait énormément de prestance, de charisme, qui se laissait pas marcher dessus, à vraiment voilà, la femme qui est à la maison dans le 2, quoi, tu vois, c'était un délire. Et là, dans le 3, je trouve que, sans non plus parler de guerrière Na'vi ou de femme qui est à la maison, on a vraiment un bon mélange de ce que doit être Neytiri, c'est-à-dire une femme en fait, une femme déjà tout simplement, mais surtout une chef de famille et aussi une guerrière. On a vraiment un bon mélange de tout ça, surtout qu'après la suite du 2, où justement elle essaie de gérer son deuil comme il le faut, c'était giga important finalement de continuer à la développer dans ce sens et qu'elle ait plus de temps d'écran. Et là je trouve que Neytiri, elle sort vraiment du lot dans ce film, tout comme Jake. Alors c'est assez aberrant de dire que Jake sort du lot parce que c'est quand même le personnage principal, même si on peut se demander aujourd'hui quel est le personnage principal, parce qu'en fait il y a vraiment toute la famille de Jake qui est vachement présente dans le film.
mais Jake vraiment est intéressant dans ce film, il est développé et il est beaucoup moins tiré en mode connard, parce que dans le 2 il était un peu en mode connard, on va pas se mentir, ses gosses il appelle chef, enfin voilà, il était militaire, etc. Là il a beaucoup plus d'empathie dans ce film-là, il est beaucoup plus attachant, et j'y reviendrai aussi, mais sa relation avec Quaritch est beaucoup moins, je trouve, manichéenne que dans le 2 où c'était juste une simple guerre d'ego, même s'il y a toujours une guerre d'ego dans le 3, mais beaucoup moins manichéenne ici, et beaucoup plus intéressante aussi. Ouais, moi, je vais pas vous mentir, je pense que mon personnage préféré, parmi mes personnages préférés, c'est Quaritch dans ce 3e volet. On a Kiri. Kiri, j'avais beaucoup d'attentes concernant son personnage, puisque dans le 2, on avait quand même toute la naissance autour du Lord Eywa et de son personnage, le lien qu'il y avait avec son personnage, le fait qu'elle a une espèce de pouvoir, d'un contrôle total sur la nature, tu vois, et que ce soit un peu l'élu de tous les navis qui puissent avoir un lien direct avec Eywa. Il y avait beaucoup de questions qui étaient laissées en suspens, et ici, dans ce 3e volet, sans pour autant répondre à tout ce qui a été posé, on a des avancées, on a des choses qui sont satisfaisantes, elle a un rôle qui est important dans l'histoire, et je suis content justement qu'on n'ait pas fait la facilité de la mettre au second plan et de te dire en gros, si tu veux l'histoire de Kiri, il faudra que tu reviennes pour le 5e volet, etc. Comme je vous l'ai dit ici, c'est la fin d'une trilogie, c'est la fin peut-être d'Avatar selon James Cameron, puisque si ça fonctionne pas, il n'y aura pas d'Avatar 4, c'est lui qui le dit, donc il fallait quand même donner quelques réponses pour au moins conclure l'arc d'un personnage qui avait été introduit dans le second volet. Et à côté de ça, elle est giga attachante. Je pense qu'elle a un peu plus de temps d'écran aussi que dans le 2e volet. Mais en tout cas, moi, Kiri est parmi un de mes persos préférés. Spider, qui je pense, honnêtement, d'un point de vue scénaristique, Spider est le personnage le plus important du film. Parce que à différents moments, il va servir de levier, en fait. C'est grâce à Spider que, on va dire, l'aventure va démarrer dans le film. Et même si, bon, on va pas se mentir, c'est quand même Avatar, donc évidemment il y a toujours des facilités scénaristiques, etc. On va y revenir après. Mais Spider est le personnage le plus important et peut-être aussi même le cœur émotionnel du film. Il y a plein de messages qui sont transposés envers lui, comme par exemple le deuil, parce que forcément, vous l'avez vu à la fin du 2, Neytiri par exemple perd un fils, mais elle en regagne un autre avec Spider qui retourne dans la famille, quoi, en quelque sorte. Donc finalement, mais bon, c'est pas un fils qu'elle veut, puisqu'il y a aussi toute une question autour de la différence dans ce film, de racisme même, ça va très très loin dans ce film, je trouve. Et Spider qui a aussi tout un lien en termes de motivation et de développement de personnage. C'est grâce à Spider qu'on va pouvoir développer Neytiri, c'est grâce à Spider qu'on va pouvoir développer Quaritch. Donc pour moi, d'un point de vue scénaristique, en termes de levier, c'est le personnage le plus important. Et en termes de développement de personnage, c'est pareil, si t'enlèves Spider, en vrai, il y a plein de personnages qui sont pas développés de la même manière, qui sont pas autant développés. Et évidemment, c'est un personnage qui est là aussi ultra attachant, même si c'est vrai que quand il est arrivé au début du 2, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que James Cameron vient encore de nous inventer, quoi? Ça sortait vraiment de nulle part pour le coup, d'un coup. Et enfin, Quaritch, pour finir avec mes personnages principaux avant de passer à ceux qui m'ont déçu, ou à celle qui m'a déçu plutôt, Quaritch qui est vraiment, je trouve, incroyable. Alors comme je vous ai dit, dans le 2, il a vraiment en fait, il a une évolution qui est assez intéressante, Quaritch, parce que dans le 1, c'était vraiment le méchant très manichéen, militaire que tu peux voir dans 600 milliards de films, voilà. Il avait rien de très intéressant, juste, il était efficace à l'histoire, si tu veux. Dans le 2, on continuait ce développement de personnages qui étaient très manichéens, mais on commençait à t'introduire notamment son petit lien avec Spider, mais en même temps, il n'était pas si intéressant que ça, je trouve, parce que il avait vraiment juste, en fait, ce qui le motivait à fond, c'était sa guerre d'ego. Je me rappellerai toujours de ce moment dans Avatar 2 où il débarque, vous savez, au moment où il y a les dragons. Je viens d'oublier le nom des montures d'Avatar, les montures volantes, je suis dégoûté. Mais les dracars, non, ça c'est un bateau, je sais plus ce que c'est. Mais bref, les montures volantes d'Avatar, ils débarquent à ce moment-là du film, exactement donc au même endroit où a débarqué Jake dans Avatar 1. Et au début, il compte pas forcément se lier avec le dragon parce qu'il trouve ça dangereux. Mais d'un coup, il pose la question à Spider, il dit « Est-ce que Jake est arrivé? Est-ce que Jake l'a fait ?» Spider dit oui. Et là, d'un coup, tu vois Quaritch dire « Ok, je le fais. » Et il balance une énorme patate de forain à un dragon, tu vois. Il s'est pris pour Jason Statham. Et d'un coup, il dompte le dragon, quoi. Donc,
voilà, c'est une scène qui m'avait marqué parce que je trouve que c'est assez significatif de ce qu'est Quaritch de base comme personnage, c'est-à-dire un personnage très manichéen qui a juste une guerre d'ego qui le motive. Et là, je trouve que dans ce film, on va beaucoup plus loin, il va se poser beaucoup plus de questions. Il a commencé à être humanisé dans le 2, on continue à l'humaniser à fond dans le 3, même si, j'y reviendrai en partie spoiler, pour moi, sa conclusion reste très décevante. Voilà, je vais pas vous mentir, pour moi, c'est le point le plus décevant du film. Et c'est pour moi, pour moi, c'est pas forcément logique avec ce qu'on pouvait attendre du personnage ou de son développement. Mais j'y reviendrai en partie spoiler. Et enfin, autre déception, c'est Varank. Varank qui a été vendu durant les bandes annonces, durant la promo, comme un personnage que moi je trouve archi badass, mine de rien. Et qui au final est pas si badass que ça. Alors au début du film, elle a quelques plans, quelques trucs qui lui permettent d'être iconisée et qui fonctionnent très bien. Mais en termes de scénario, en fait, elle manque cruellement de background. Pour moi, c'est un personnage qui aurait mérité beaucoup plus de background dans ce film. Et pareil, pour toute sa tribu, pour tout son biome, moi je m'attendais vraiment finalement à ce que dans Avatar 3, vu qu'on est sur la tribu du feu, voilà, le film s'appelle De feu et de cendre, je m'attendais vraiment à ce qu'on joue énormément avec le feu et que même en termes de biome, quand on arrive par exemple sur le territoire de cette fameuse tribu, que ce soit brûlé de partout, qu'il y ait des volcans en éruption, qu'il y ait de la lave, que ce soit très démonstratif en fait, de la même manière que l'a été la tribu de l'eau, où vraiment tout le biome de l'eau était adapté à la culture et à la vie de cette tribu. Et là dans le 3, mis à part te dire que c'est une tribu qui est un peu sous-développée, mine de rien, parce que c'est ça, il n'y a pas grand-chose d'intéressant visuellement, culturellement parlant, il y a des choses qui sont là, mais qui auraient pu être plus poussées, et c'est un petit peu le point aussi que je vais défendre dans la suite de cette vidéo, c'est que c'est un formatage qui est très Disney, on va y revenir. La tribu de l'eau qui est laissée au second plan dans ce film, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps dans le second film, quasiment la moitié, à te développer vraiment la faune, la flore, le biome, les coutumes de chacun. Mais c'est vrai qu'au final, là dans ce film-là, tu vois, il y a des combats, il y a des batailles et des trucs. Et par exemple, le chef de tribu, bah, tu le vois quasi pas, quoi. Tu sais même pas ce qu'il devient. Il y a vraiment des manqués peut-être à ce niveau-là. Et je trouve qu'on s'est pas trop attaché envers ces personnages non plus dans le 2, ce qui aurait pu permettre de les développer un petit chouïa dans le 3 et que par exemple on ressente certaines choses à certains moments ou je sais pas, quand il se passe des trucs, qu'on ait des émotions. Et je trouve que voilà, tout ce qui est développé au travers, enfin le peu qui est développé au travers de cette tribu de l'eau dans ce troisième volet est un petit peu en deçà peut-être de ce qui avait été présenté dans le second volet. Alors comme je vous ai dit, scénaristiquement, c'est un film qui est assez prévisible, de la même manière finalement que Avatar 1 et qu'Avatar 2, c'est pas forcément une énorme surprise. Je pense pas qu'on regarde Avatar pour le scénario. J'espère que je vais pas encore voir des gens râler en 2025 en disant que oui, Avatar c'est surcoté, etc. Parce qu'en fait, oui, Avatar c'est surcoté, et encore parce qu'en fait, la prouesse technique d'Avatar fait que, en fait, normalement, t'as rien à dire. Même si, bon, je comprends ceux qui disent ça, je suis aussi de ceux qui disent que, bon, Avatar, les gens en font des caisses. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Avatar, c'est un film familial. Voilà, c'est un film très grand public. Et tu le vois dans ce film, avec par exemple toute la narration de l'histoire où on t'explique tout le temps ce qui se passe à l'écran, surtout en début avec la voix off de Loak derrière. Il t'explique vraiment, ben voilà, Neytiri elle est en deuil parce qu'elle a perdu son fils. Là, il y a Jake, voilà, il est dans le déni. Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'au début, si tu veux, on essaie vraiment de te présenter le deuil de plusieurs manières différentes au travers de chacun des personnages principaux. Mais derrière, il laisse pas le temps à la réflexion, il laisse pas le temps à l'émotion. Des fois, il y a des petites montées de larmes qui vont arriver à quelques instants du film, mais t'as même pas le temps de chialer parce que de suite derrière, on va t'enchaîner voilà, une scène d'action ou quelque chose, donc t'es très vite coupé dans ta montée en pression. Et ça va aussi avec le fait qu'on t'explique tout le temps, tout à l'écran. Alors par contre, c'est clair et net, on va pas se mentir, le film est super bien rythmé. Moi, c'est vrai qu'au début, quand j'ai vu 3h15, je me suis dit, oh, ça va être très dur, je vais souffler énormément. Et au final, c'est passé très très vite, c'est passé beaucoup plus vite que durant Avatar 2. Je crois que j'ai pas pu voir une seule fois Avatar 2 sans m'endormir une seule fois. Hein, pour être honnête, vraiment même avec tous les efforts du monde, Avatar 2, je trouve ça beaucoup trop contemplatif, beaucoup moins bien rythmé. Et en même temps, bah, c'est très compliqué de le comparer au second film parce que Avatar 2, finalement, était une première partie de film. Même si elle n'était pas vendue comme ça, c'était une première partie de film. Et donc, tout l'aspect
contemplatif, explicatif était nécessaire pour que cette seconde partie, ce troisième film, soit bien rythmé et soit intéressant. Là, c'est très généreux, c'est très fourni, on rentre dans le lore, il y a énormément de scènes d'action, il y a un climax qui dure peut-être 30-35 minutes. Donc voilà, on balance du très très lourd et tout ça, je pense qu'on n'aurait pas pu forcément le faire sans que le 2 soit un chouïa moins bien rythmé, quoi, voilà. Grosso modo, il y a une vraie fin avec ce Avatar 3. Et ce qui m'a assez surpris, c'est qu'il n'y a pas forcément de fin laissée en suspens, il n'y a pas forcément d'énormes portes qui est ouverte à la fin de ce film. Je savais que James Cameron voulait marquer vraiment le film d'une vraie fin, parce qu'il a dit c'est la fin d'une trilogie, le 4 n'est pas encore tourné, il attend de voir les résultats pour voir si ça va matcher, pour voir si Disney va donner son feu vert, etc. Voilà, il dit qu'il y a un risque, même si j'y crois pas trop, c'est possible apparemment. Mais je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un petit teasing, un truc pour dire aux gens, ben voilà, si vous avez envie de voir la suite, parlez-en autour de vous, dites aux gens d'aller voir le film, et voilà, peut-être qu'on fera le 4. Mais non, vraiment, il y a vraiment il y a des trucs où tu peux théoriser, voilà, très très vite fait, parce qu'après ça reste Avatar, donc évidemment, les choses qui se passent en fin de film, tu vois à peu près où est-ce que ça va, puisque ça va avec ce fameux formatage Disney dont j'ai parlé. Formatage qui empêche les émotions. Et d'ailleurs, juste pour revenir là-dessus, une petite parenthèse, c'est par exemple des moments où tu sens qu'il peut se passer quelque chose qui va te faire monter en larmes et qu'il ne se passe rien, tu vois, parce que c'est Disney, parce que c'est très familial. On veut pas du Game of Thrones, on va pas se mentir, on veut pas non plus des personnages qui vont crever toutes les 2 minutes, des personnages principaux qui vont crever, qui risquent de crever à n'importe quel moment de l'histoire, c'est pas ça qu'on demande, mais c'est vrai que selon moi, la saga Avatar en général manque d'enjeux. Alors évidemment, il y a tout un discours environnemental plus que jamais dans ce troisième film, je trouve. Il y a aussi tout un parallèle avec évidemment toutes les tensions géopolitiques actuelles du monde que l'on peut retrouver. Il y a un vrai discours là-dessus. Il y a aussi tout un truc sur le racisme. Donc il y a évidemment des messages qui sont très forts et toujours des messages de gauche, parce que James Cameron s'en cache pas, c'est un écolo pur et dur. Mais voilà, on est toujours sur ce formatage Disney et c'est un petit peu frustrant par instant parce que tu sens vraiment que le film, s'il n'y avait pas ce côté Disney friendly, on dira, le film pourrait vraiment être incroyable scénaristiquement, quoi, voilà. Là, on est toujours sur du grand spectacle, c'est satisfaisant, tu payes 10 balles ta place, t'en ressors, t'es content, il n'y a aucun souci. C'est selon moi le meilleur des 3 films, même si encore une fois, c'est compliqué de comparer les 3, je trouve. Mais voilà, pour moi, c'est le gros défaut. Et en fait, tous les problèmes qu'il y a dans la saga Avatar, c'est-à-dire le fait que ce soit assez prévisible, les facilités scénaristiques, tout ce genre de trucs, c'est à cause de ce Disney friendly, mais en même temps, la saga n'aurait pas pu exister sans Disney. Donc quelque part, il faut pas non plus cracher dans la soupe, vous voyez ce que je veux dire. Je vais passer en partie spoiler. Quand vous aurez vu le film, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout à me le classer parmi les 2 autres selon vos préférences. Je serais assez curieux de savoir si vous avez préféré celui-ci au 1 par exemple, parce que le 1 est très très apprécié. Mais encore une fois, je trouve que c'est très très compliqué de comparer. Et puis nous, c'est parti, on spoil. Bon, je vous avoue, le truc qui m'a le plus déçu du film, c'est la conclusion concernant Quaritch. Quaritch qui, à la fin du film, décide de se laisser tomber parce qu'il ne veut pas rejoindre les Na'vi à cause très certainement de son ego surdimensionné. Et pour moi, il n'y avait que 2 choix que je voyais à Quaritch dans la fin de ce 3e film. C'était la première position qui rejoigne les Na'vi. Et là, j'aurais été super content parce que je trouve que au milieu du 3e film, on démarre, et même à partir du 2e, mais c'est très subtil, on démarre un début d'arc de rédemption, on dira, concernant Quaritch, et tu sens qu'il y a grave moyen de le rallier à la cause des Na'vi par le biais de Spider. Et ce que j'ai aimé avec Quaritch, c'est que tu sens vachement qu'il a plus qu'une simple intention envers Spider. Dans le second volet, il y a vraiment cette question de est-ce que finalement Quaritch, il joue pas avec Spider juste pour l'utiliser pour arriver à ses fins? Je ne savais pas vraiment s'il était sincère dans son attachement auprès de son enfant. Et là, tu vois vraiment que dans le 3e film, il est prêt à risquer sa vie, comme à la fin du film, pour sauver Spider. Et tu sens vraiment qu'il a tout un intérêt à être père et que c'est un truc qu'il regrette et qu'il aimerait bien que Spider le rejoigne aussi. Sauf que le souci, c'est qu'il voit très bien que Spider, il reste avec les Na'vi. D'ailleurs, je suis assez content parce que j'avais un peu un doute. Est-ce que Spider va rejoindre son père, étant donné que Neytiri, pendant 2 films, elle le rejette, elle est hyper raciste envers lui. On va y revenir ensuite après là-dessus. Et au final, pour moi, le premier choix, c'était vraiment que Quaritch
rejoignent les Na'vi. Le second choix, c'était que Spider bute son père. Et pour moi, je ne vous cache pas que dans le film, ce qui aurait au moins mérité quelque chose d'impactant, c'est cette mort de Quaritch, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de mort marquante dans ce film, ça manque un petit peu d'enjeu à ce niveau-là, et au moins on aurait été satisfait par rapport à la mort de Quaritch. Le souci, c'est que James Cameron, il veut absolument garder Quaritch en tant que antagoniste principal d'absolument tous ses films Avatar. Donc voilà, évidemment, il saute dans le vide. Très certainement que Varang, derrière, elle l'a récupéré en vol ou je sais pas trop quoi, et que les deux vont revenir. Puisque Varank elle est beaucoup plus utilisée ici comme un objet, et ça m'étonnerait pas que dans le 4, Quaritch bute Varank en début de film, parce qu'en vrai, mis à part ce rôle-là, elle a rien d'autre à faire, je pense, dans la suite de ce troisième volet. Donc pour moi, petite déception concernant Quaritch, même si j'ai adoré finalement tout le développement et toute la relation qu'il avait avec Jake, le fait que les deux finalement fassent ami-ami de temps en temps parce qu'ils ont un intérêt en commun, même des fois en plein milieu d'une baston, ça j'ai kiffé de ouf. Mais pour moi, ça aurait mérité une fin, une conclusion assez différente. Alors pareil, la facilité scénaristique de démarrer tout le film sur finalement Spider qui a absolument besoin d'un masque et donc il doit retourner parmi les siens, et Jake d'un coup qui décide de dire non mais finalement tu vas pas y aller tout seul, on va y aller avec toute la famille, ça va nous faire une belle aventure. Mais quel hasard de dingue quoi pour démarrer un film, c'est un truc de fou. Donc là, voilà, j'ai eu un petit haussement de sourcil aussi. Je pense qu'il y a quand même moins de facilité scénaristique que dans le 2, parce que le 2 c'était aberrant, tu vois, fallait vraiment soft reboot la saga pour vraiment partir sur un nouveau plan que James Cameron n'avait pas forcément prévu dès le premier volet. Mais voilà, j'ai un petit peu haussé le sourcil. Il y a vraiment l'arc à côté par contre de Neytiri qui lui est grave satisfaisant, avec une Neytiri qui vraiment passe de raciste à quelqu'un qui va accepter finalement la différence envers le personnage de Spider. Spider pendant les deux films est totalement rejeté, et là t'as enfin une Neytiri qui va l'accepter dans la famille. D'ailleurs, le fait que Spider soit accepté même parmi les ancêtres à la fin du film, pour moi c'était la meilleure conclusion qu'on puisse avoir sur le personnage, mais aussi la meilleure fin possible au film, c'était forcément évident. Alors c'est vrai que je vous ai pas parlé de Loak dans cette critique, mais pour moi c'est un peu le personnage qui a le moins évolué de tout le film. Je me suis posé la question, si je prends Loak au début du film et à la fin, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Et c'est vrai que contrairement à tous les autres personnages, c'est un petit peu le point faible, et en plus de ça, il m'a un petit peu insupporté, je vais pas vous mentir, parce qu'il passe son temps en fait à défier les ordres de son père, même sans faire exprès. Tu sens qu'en fait Loak, c'est un leader né, tu sens très certainement que c'est lui qui va devenir le lead principal des films à venir, peut-être dans Avatar 5 et 6, parce que je pense que dans Avatar 4, Jake va crever. Donc je pense que Loak, c'est un futur leader, il n'y a pas de souci, il le démontre très clairement en prenant ses propres décisions. Le souci, c'est que ça met tout le monde en danger, et en fait, il y a plein de trucs qui ne se serait pas passé si Loak avait tout simplement écouté son père. Et aussi le fait finalement que Loak soit le narrateur de l'histoire, surtout en début de film, ça m'a un petit peu gêné, qu'il y ait beaucoup de voix off, qu'on t'explique absolument tout ce qui se passe à l'écran, qu'on te laisse pas le temps de faire tes propres conclusions sur ce que tu vois à l'écran, sur Neytiri qui fait son deuil, sur Jake qui lui aussi fait son deuil mais qui va être plus dans le déni par exemple. Tout ça il te l'explique alors qu'il n'y a pas forcément besoin d'expliquer, et là aussi selon moi ça fait partie de ce fameux formatage Disney. Voilà, pour un film qui est censé être grand public, familial, il faut absolument que petits et grands comprennent ce qui se passe à l'écran, donc on va tout expliquer, et moi je trouvais ça un petit peu barbant. Selon moi il y a un développement qui aurait pu être meilleur aussi concernant Jake. Alors il est archi bien développé dans ce film, mais il y a toute une confrontation idéologique finalement avec Varank qui aurait pu être trouvée. Varank, son but c'est de te dire ok, Eywa nous a entre guillemets abandonné, je n'y crois plus, et donc je réfute absolument tout ce que fait Eywa et tous ceux qui parlent d'Eywa, parce que pour moi elle n'existe plus. Et en début de film, t'as un Jake qui pose la question à haute voix, qui en parle à Neytiri, qui dit mais elle était où Eywa en fait quand notre fils était mort? Et là je me suis dit mais trop bien en fait, parce que du coup les deux personnages ont une question en commune, et sans parler non plus que Jake rejoigne la tribu des cendres ou je sais pas trop quoi, mais au moins il y avait peut-être une empathie à avoir envers Varank. Au final, il n'y a aucun dialogue presque entre les deux, mis à part des dialogues d'action, ce que j'appelle, où ils vont se combattre, où ils vont se confronter, voilà, mais il n'y a pas de confrontation idéologique qui selon moi aurait pu être hyper intéressante concernant Jake et Varank. Cette scène d'ailleurs je l'ai mise parce qu'elle est selon moi archi forte dans le film, un père qui s'apprête à tuer son fils pour le bien commun entre guillemets, et avec une Neytiri d'ailleurs qui arrive vraiment et qui est développée à fond,
qui accepte enfin Spider, c'était super bien trouvé. Je vous avoue que j'ai eu très peu d'émotions concernant la mort donc de la femme de la tribu de l'eau, je sais plus comment elle s'appelle, juste avant son accouchement. Je trouve que c'est assez expédié la scène et je trouve que c'était assez prévisible aussi. Voilà, dans tout le film, on te montre son plan avec le bébé dans le ventre, elle monte sur sa monture, elle a des contractions en même temps, tu sais que ça va arriver, tu sais que ça va mal tourner pour elle. Au final, cette famille-là, le chef de tribu et la chef de tribu, ils perdent donc la femme, ils perdent un des fils, et tu vois aucun impact psychologique que ça va avoir sur les personnages en eux-mêmes. Je trouve que c'est dommage, ça aurait mérité plus de temps d'écran là-dessus, même si, comme je l'ai dit, la tribu de l'eau, on l'a assez développé dans le 2, il aurait fallu peut-être un peu plus de temps d'écran pour cette tribu ou pour ces deux personnages pour au moins avoir une satisfaction quant à la mort des personnages qui sont présents dans le film, parce que mis à part ces personnages, il y a personne d'autre qui crève, et au final ces personnages qui crèvent, tu t'en moques un petit peu. Kiri était grave badass, très franchement, dans le film, j'ai grave kiffé la voir en train de combattre Varank à la fin avec sa petite mèche de cheveux, et d'ailleurs tout son lien avec Eywa, avec le pouvoir de la famille qui débarque. On dit toujours le pouvoir de la famille c'est la facilité, mais là je trouvais que dans ce film c'était pas mal trouvé, hein. C'était une bonne idée finalement de ramener Spider et la petite pour l'aider à rejoindre Eywa. D'ailleurs on voit une partie de Eywa un petit peu en mode visage mythologique, je m'y attendais pas, et là aussi super intéressant. J'ai hâte de voir, vraiment, je pense qu'on aura un visuel plus complet par la suite sur ce qu'est Eywa et aussi de la relation qu'elle va avoir avec Kiri. Par contre, c'est vrai qu'il y a aussi toute une question qui est posée concernant Spider, puisque Spider, on connaît toujours pas sa mère. On a l'air de comprendre dans le film que c'était une militaire aussi, puisqu'on Quaritch nous explique que voilà, elle est montée dans l'avion également et qu'elle est morte en faisant son métier, je sais pas trop quoi. Donc peut-être que finalement c'est quelqu'un que l'on connaît. Mais là, de mémoire, je me rappelle pas d'une militaire qui faisait ça. Je me rappelle même pas d'une militaire dans Avatar 1, donc c'est pour vous dire. Mais peut-être que finalement, la mère de Spider, on s'en fout un petit peu et que c'était juste un personnage secondaire et c'était juste histoire de te dire qu'il avait une mère quelque part. Alors concernant Jake, même s'il est bien développé, pour moi, il y a un truc qui a pas forcément de sens, ou en tout cas qui est assez mal développé dans le film, c'est toute cette ascension à nouveau pour redevenir Toruk Makto. En fait, tu sens que ça a pas trop de sens parce que qu'il soit Toruk Makto ou pas, il se comporte de la même manière et dans le film ça n'a pas une énorme incidence même sur les actions. Dans un sens ça permet de convoquer le conseil des Tolkun par exemple, donc il y a quand même une incidence en termes d'action, mais tu sens qu'il voulait te vendre dans le film une espèce d'ascension, de success story en mode je dois faire mon deuil pour redevenir Toruk Makto, et je trouve que ça a été mal géré. Je ressens pas forcément dans le film cette espèce d'ascension d'un Jake qui va remonter en puissance et qui va redevenir le leader qu'il était avant, l'image publique et la puissance colossale qu'il incarnait. D'ailleurs quand Jake se fait enfermer, j'ai adoré toute la propagande militaire qu'il y avait autour de ça, le fait que tout le monde prenne des photos, qu'il soit vraiment dans une cage au milieu de tous. Tu sens vachement cet aspect capitaliste en fait. Tu sens vachement cette Amérique colonialiste qui est là justement pour convaincre le peuple, évidemment sur Terre, parce que très certainement que toutes les images que l'on voit d'un Toruk Makto qui est enfermé en plein milieu de tous, très certainement que c'est médiatisé sur Terre. Et tu sens vachement la propagande s'installer. Donc voilà, pour conclure Avatar 3, pour moi c'est le film le plus généreux des trois. C'est celui que j'ai le plus apprécié pour ce qu'il avait à proposer, je pense, même si le 1 est selon moi très efficace, très satisfaisant, et que c'est un film que tu peux te revoir comme un film qui est différent de toute la saga que Cameron a proposé. J'ai hâte de voir l'évolution du box-office, j'ai hâte de voir ce qui va s'y passer et de voir le retour des gens, parce que au moment où je tourne, on est mardi, personne n'a encore vu le film, donc je sais pas vraiment quel est l'avis populaire et ce que les gens en pensent, même les potos influenceurs, ce qu'ils en pensent, etc. Je sais pas du tout ce qu'ils en ont pensé globalement du film, mais en tout cas, moi, j'ai apprécié et je suis assez content parce que j'étais parti un petit peu dubitatif déjà, n'ayant pas trop aimé le 2, ou en tout cas étant assez mitigé. Je me suis dit le 3 c'est peut-être pas fait pour moi, et James Cameron a réussi à me rattraper en vol, et j'ai assez hâte de voir ce qu'il va proposer concernant les personnages comme Kiri ou Quaritch même pour la suite de l'aventure. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire là-dessus, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.